Et il semble que beaucoup de gens n'aient pas encore vraiment compris ce qui nous attend à l'avenir. C'est déjà tellement grave maintenant. Récemment, un collègue écrivain de documentaire m'a approché. Il m'a dit avoir écrit l'introduction d'un autre de ses livres documentaires. Et puis, j'ai donné l'introduction à ChatGPT et j'ai dit « Fais donc une belle introduction et améliore-la ». Et puis, il a raconté, les yeux écarquillés, que ce que cette machine avait produit était, à tous points de vue, meilleur que ce qu'il avait remis. Plus intéressant, captivant, excitant, clair et précis. Il se sentait tout petit parce qu'il s'est soudain demandé « À quoi bon être écrivain si cette machine fait ça mieux que moi ?» Ce qui nous offense en ce moment, ce n'est pas que notre humanité soit remise en question par les appareils numériques, mais plutôt que c'est notre conception de ce qui nous distingue en tant qu'êtres humains qui est remise en cause. Et là, nous pouvons maintenant, avec un certain étonnement, mais aussi honnêtement, admettre que jusqu'à présent, nous nous sommes imaginés être les seuls capables de penser. Ainsi, ce que nous avons défini comme la caractéristique distinctive de l'être humain est rendu absurde par les appareils numériques. Et maintenant, nous devons nous demander, que nous reste-t-il? Alors, qu'est-ce qui nous définit vraiment si nous nous sommes déjà engagés sur une fausse voie, avec l'idée de ce que nous sommes nous-mêmes? Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Professeur Hutter, je suis ravi que vous soyez là aujourd'hui. Peu de gens savent que Meet Your Mentor était en réalité une chaîne non officielle de fans de Gerald Hutter, du moins selon mon ressenti. Nous avions publié de nombreuses vidéos ensemble, certaines atteignant des millions de vues. C'est un plaisir de vous revoir après toutes ces années, monsieur Hutter. Simo, je suis aussi ravi. Nous allons faire un truc sympa à poster en ligne. Très bien. Monsieur Hutter, pour commencer, une question très directe. Pourquoi sommes-nous, les Allemands, si incroyablement doués pour démonter d'abord les idées révolutionnaires et les personnes courageuses? Elon Musk fasciste, Donald Trump nazi, Bitcoin arnaque, intelligence artificielle, un battage inutile. Pourquoi est-il presque impossible en Allemagne de s'engager dans quelque chose de nouveau sans d'abord réciter toute la notice d'avertissement? Maintenant, c'est le scientifique en moi qui s'exprime vraiment, parce qu'il ne faut évidemment pas confondre les phénomènes que l'on observe avec les causes sous-jacentes. Ce que tu décris ou énumères là, ce sont tous des phénomènes qui proviennent de quelque chose. Et ce qui se cache derrière, c'est la peur du changement, aussi banal que cela puisse paraître. Nous, les Allemands, avons bien plus que beaucoup d'autres cultures une peur folle du changement. Et si l'on regarde en arrière dans notre histoire, c'est aussi compréhensible. Mais il faut regarder encore plus loin en arrière, je pense, pour pouvoir bien comprendre ce qui s'est passé au siècle dernier. C'était déjà étrange à l'époque. Et là où j'en suis arrivé dans mon analyse, en cherchant d'où vient la peur des Allemands, qu'on appelle aussi à l'étranger la German Angst, c'est la guerre de 30 ans. Accroche-toi. Ça remonte à longtemps et ça n'a pas vraiment trouvé de fin. Et ça s'est terminé par la division de ce pays en une partie nord qui était protestante et une partie sud qui était catholique. Et tu peux regarder autour de toi dans d'autres nations, c'est très rare que tu vois ça. Le Danemark est entièrement protestant, la Pologne est entièrement catholique, la France est entièrement catholique. Cela semble être un handicap insensé. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vraiment comprendre comment, au sein d'un même cercle culturel, deux religions chrétiennes ne se sont jamais vraiment rapprochées. Cela conduit à une certaine insécurité. Et je ne sais pas à laquelle des deux appartenir, ni comment on doit se comporter les uns avec les autres. La guerre de 30 ans a été un massacre insensé. Un tiers de la population allemande y a péri et cela se transmet de génération en génération. Et pour qu'une cohésion naisse au sein d'une communauté, ce qui amène aussi les gens à réagir avec moins de peur face aux changements qui se produisent dans le monde, il faut quelque chose de commun. Une vision commune, une foi commune, un objectif commun, une préoccupation commune. Malheureusement, nous avons perdu cela durant l'épisode de la guerre de 30 ans. Nous étions une communauté perdue qui a commencé à se battre les uns contre les autres. Au début, cela a commencé avec le morcellement en petits États et tout le reste. Et à cause de cela, nous avons aussi raté le coche. Et puis, nous avons remarqué qu'en exerçant du contrôle, nous pouvions plutôt bien gérer cette peur.
C'est ainsi qu'est née la norme Deutsches Institut für Normung allemande et tout ce que nous appelons aujourd'hui la manie allemande du contrôle. Dans d'autres pays, on nous a parfois admirés pour la ponctualité et l'ordre avec lesquels nous faisons tout. Mais il semble que cette époque touche lentement à sa fin et il se pourrait que nous soyons maintenant dans une phase où nous sortons de cette peur terrible. Ce qui ne veut pas dire que, temporairement, nous ne continuons pas à tout polariser, à examiner de près tout ce qui ressemble à un changement. Et les grands noms que tu as mentionnés ne sont en réalité que des noms qui représentent un certain changement qui s'annonce. Et là, l'Allemand prend peur et réagit parfois par le rejet et la diffamation. Et il ne veut pas de ça, ça ne lui plaît pas, et alors on reconstruit rapidement l'image de l'ennemi, ce qui est plus simple pour le cerveau parce que c'est à nouveau cohérent. L'état dans lequel notre cerveau se sent particulièrement bien, c'est celui où tout s'accorde parfaitement. La peur est bien sûr un état où rien ne va vraiment ensemble, et si on arrive à tout faire rentrer dans l'ordre en disant que l'autre est idiot, qu'il n'a pas toute sa tête ou que c'est le mauvais chef, on retrouve un peu de cohérence dans le cerveau, et alors on peut avancer de 2 ou 3 pas de plus dans sa propre implication. Il nous reste encore un peu de temps. Je pense qu'il nous faudra encore un peu de temps pour sortir de ce schéma, parce qu'il a été transmis sur tant de générations. Quand on a trouvé une solution comme celle d'essayer de tout contrôler, on ne la lâche pas aussi facilement. Ça a pratiquement été une question de survie. Et ce qui s'ancre dans le cerveau, ce n'est pas le problème, mais la solution. Et elle est bien solidement ancrée. Et plus tu réussis longtemps en tant qu'Allemand avec tous tes systèmes de contrôle, plus les gens dans un tel pays croient qu'il s'agit de contrôle. Et le changement, bien sûr, devient alors quelque chose qui n'est plus vraiment contrôlable. Et on n'aime pas trop s'y engager. Monsieur Hutter, votre raisonnement est excellent. Autrefois, nous avions la religion des valeurs et de genre. On savait plus ou moins où était sa place. Et aujourd'hui, on a le droit d'être tout ce qu'on veut. Et plus personne ne sait vraiment qui il est. Monsieur Hutter, cette autodétermination totale en soi qui tu veux, est-ce vraiment une libération ou cela conduit-il plutôt à une confusion maximale et un vide intérieur chez beaucoup ? C'est, si je suis tout à fait honnête, un signe que nous ne comprenons toujours pas comment nous fonctionnons. Et la recherche sur le cerveau ainsi que la psychologie ont découvert il y a déjà de nombreuses années qu'il existe quelque chose que l'être humain apporte déjà en venant au monde. Et c'est le soi authentique. Ce n'est pas encore verbalisable, ce n'est pas non plus accessible cognitivement, c'est ce que tu étais autrefois lorsque tu es venu au monde. Et c'est un être sensible qui a naturellement des sentiments et qui trouve déjà des solutions aux problèmes, mais tout cela n'est pas encore au niveau cognitif. Et ce n'est que plus tard, à partir de 3 ans, en fait, à partir du moment où un enfant commence à dire « je suis Gérard », que ce soit Gérard, mais quand l'enfant dit « je suis Gérard », c'est là que cette construction du moi est apparue. C'est une construction cognitive que nous élaborons tous à partir des expériences que nous faisons dans le monde dans lequel nous grandissons. Les expériences sont différentes. C'est pourquoi ces constructions cognitives du moi sont aussi différentes. Et on peut, et c'est ce qui est particulier chez l'homme, aucun animal ne peut le faire. Nous pouvons nous persuader de toutes sortes de choses et les considérer comme vraies. Et cela peut nous arriver que par certaines expériences, par exemple par l'expérience d'être constamment réprimandé lorsqu'on ne fait pas les choses comme les autres le souhaitent, on en vienne à développer une aversion envers les autres et à faire exprès de mal faire les choses. Et puis on s'en sort ainsi parce que les autres deviennent relativement impuissants. Je parle des briseurs de schémas et de ce genre de personnes. Face aux nombreux autres, on avance de plus en plus en le faisant ainsi. Et puis on s'identifie aussi à cette construction et on finit par la considérer comme soi-même. Et maintenant, nous pouvons réfléchir à tous ces types de constructions. Et
Pour en nommer une particulièrement étrange, c'est que nous avons une sexualité, mais l'appartenance à un genre est une construction. En tant que garçon, je ne dois pas seulement constater que je suis un être masculin, mais je dois aussi décider de vouloir être un homme. Et on peut aussi choisir autre chose. Et on peut choisir toutes sortes de choses. Et c'est pourquoi il se crée des constructions du moi qui sont toutes très très diverses. Et elles se combattent aussi entre elles. Et souvent ces personnes, et c'est là qu'on revient à la question, n'ont plus vraiment accès à ce soi authentique, parce que le soi authentique serait en grande partie le même chez tous les êtres humains. S'ils se rencontraient réellement au niveau de ce soi authentique, ils pourraient aussi se comprendre, mais ils ne se rencontrent pas à ce niveau-là, mais au niveau de leur construction cognitive. Et alors, il ne reste plus que des affrontements, et chacun se bat pour que sa propre construction soit la seule correcte. Et cela crée une situation où il y a beaucoup d'incohérences dans le cerveau, où à la fin, on ne sait même plus vraiment qui l'on est. Il y a un très bon livre à ce sujet. Qui suis-je et si oui, combien? C'est en quelque sorte la description de cette diversité de constructions cognitives que l'homme peut développer au cours de sa vie individuelle. Les constructions peuvent évoluer avec le temps, passant d'une forme à une autre. Le fait est qu'avec une telle construction, on n'a pas une bonne guidance intérieure, parce que ces constructions dépendent beaucoup des circonstances. Et souvent, on se retrouve avec une construction qu'on s'est fabriquée. Par exemple, ce qui compte dans le monde, c'est d'avoir du pouvoir et de l'influence. Très bien, on peut partir avec cette idée, mais on se rend compte tôt ou tard que ce n'est pas réalisable, et que c'est en quelque sorte une construction bancale. Et alors, on s'est en fait empêtré dans ses propres idées avec cette construction. Et cela demande alors beaucoup d'énergie parce que c'est incohérent. Cela ne correspond pas à soi-même. Parfois, cela ne correspond même plus au monde. Et alors, il serait important de modifier à nouveau cette construction cognitive, cette construction du moi, de la remettre en question. Et c'est extrêmement difficile. Les gens n'aiment donc pas se séparer des idées qu'ils se sont construites sur eux-mêmes, parce que cela fait partie de leur identité. Et si on demande ça à quelqu'un, c'est comme si on lui demandait, ou du moins il le ressent comme si on lui demandait de se couper un bras ou une jambe. C'est une partie de son identité, mais sur un plan psychique. De la même manière qu'on souhaite préserver son intégrité physique, on veut aussi préserver l'intégrité de sa construction du moi. Et c'est pourquoi les gens restent souvent très attachés à leurs convictions une fois qu'elles sont formées. Je trouve cette impulsion vraiment excellente en ce moment, Monsieur Hutter. Est-ce aussi la raison pour laquelle les gens essaient désespérément de tout contrôler? Ils recherchent constamment la sécurité, la protection et la prévisibilité, bien qu'ils sachent que cette sécurité finira par les affecter négativement. Le contrôle est la stratégie d'adaptation que les gens peuvent choisir qui permet de ramener d'abord un certain ordre dans le chaos. L'ordre peut même être imaginaire, cela n'a pas d'importance. Donc, par exemple, moi, en tant que scientifique, j'ai très souvent essayé de mettre de l'ordre dans les choses. Et j'ai dû apprendre plus tard que c'était un faux ordre que je m'étais imaginé. Par exemple, j'ai cru, comme tout le monde, que le cerveau humain était construit à partir de programmes génétiques. Cela a d'énormes conséquences. Si l'on y regarde de près, c'était presque un acte de foi à l'époque, et cela a conduit à ce que nous ayons un système scolaire à 3 niveaux. C'est juste pour montrer jusqu'où vont ces conséquences. Parce qu'on partait du principe qu'il y avait toujours des personnes plus ou moins douées, et qu'elles devaient donc aller dans des types d'écoles différents, et que tout cela était génétiquement déterminé. Tout cela est en train de disparaître maintenant. Et nous avons maintenant progressivement une conviction qui s'impose aussi dans la population, que cette idée que nous partagions tous à l'époque n'est finalement pas vraiment tenable, qu'elle n'est même pas vraie, et que nous, les humains, sommes des êtres qui ne sont pas déterminés génétiquement dans ce qu'ils pensent, ressentent et comment ils agissent. Et cela peut changer tout au long de la vie.
Et les neurobiologistes arrivent alors et disent « Cela change forcément, parce que ce cerveau, avec ces connexions qui se sont formées jusqu'à présent et qui représentent en quelque sorte la construction, eh bien, elles peuvent changer. » Même à un âge avancé, des réaménagements cérébraux peuvent encore se produire s'il y a une raison à cela. Mais cela implique toujours de l'incertitude. Et là, d'abord, un schéma est bouleversé et certaines personnes paniquent et essaient de reprendre le contrôle. Toute la problématique du coronavirus n'est en réalité rien d'autre que l'expression d'une tentative sociétale de gérer l'incertitude. Et là, on voit aussi qu'on peut aller trop loin, instaurer des contrôles et se donner l'illusion de sécurité qui, au final, ne sont pas du tout ce qu'on espérait ou attendait. J'ai ici un très bon exemple, Monsieur Hutter. J'étais récemment à un séminaire et une femme est venue me voir et m'a dit la phrase suivante. Je suis fonctionnaire et je déteste mon travail et mon environnement, mais je n'ose pas démissionner. J'ai des responsabilités familiales et financières et l'avenir est incertain pour moi. Donc exactement le scénario que vous venez de décrire. Que dites-vous à une personne comme ça, qui sent qu'elle n'est même pas au bon endroit, mais qui n'ose pas non plus faire le premier pas pour sortir de son ancienne vie? Les raisons, elles sont quelque part compréhensibles aussi. Cela n'aurait pas beaucoup de sens si je lui donnais un conseil sur la façon dont elle devrait s'y prendre, mais je peux lui expliquer que notre Seigneur mord dans la forme, que nous sommes tous des chercheurs. Je suis toujours un chercheur et elle l'était aussi. Et puis, elle s'est retrouvée dans ce système scolaire, dans cette quête de faire quelque chose de significatif dans sa vie ou de gagner sa vie, d'obtenir un revenu. Et cela peut arriver. Et puis, dans ces endroits où l'on atterrit, on a d'abord de la sécurité, bien sûr. C'est souvent l'image que j'utilise. Il y a beaucoup de gens qui sont coincés dans la boue jusqu'au mollet. Et quand on leur dit « sors de là », il y a la rive ici, dehors. Ils ne sortent pas, parce que dans cet état où ils sont coincés dans la boue jusqu'au cou, une chose est sûre, c'est qu'ils ont survécu jusqu'à présent. Et cela les a aidés jusqu'à présent à survivre dans la vie. S'ils devaient vraiment maintenant se mettre en route, grimper sur le bord, puis aller sur la rive, il pourrait pleuvoir, il pourrait y avoir du vent, il pourrait glisser de l'autre côté et on ne sait pas ce qui pourrait encore arriver. Et c'est pourquoi ils préfèrent rester coincés jusqu'au cou dans le marécage et ne font aucun effort pour en sortir. Parce que tous les changements que cela entraînerait leur semblent beaucoup trop dangereux dans leur imagination. Cela signifie que cette capacité à sortir de ces anciens schémas et à trouver de nouvelles voies suppose qu'on s'engage vraiment à nouveau dans la vie et qu'on arrête de vouloir la contrôler. Et quand j'ai des parents en face de moi qui me demandent comment ils peuvent aider leur enfant à ne pas tomber dans une voie toute tracée, je leur dis toujours « laissez-les jouer ». Parce que dans le jeu, on ne peut pas tout contrôler. C'est justement ce qui fait le jeu. On peut se contrôler soi-même. On trouve toujours de nouvelles idées. Et quand les enfants jouent librement et sans souci, ensemble, dans des groupes d'âge mélangés, dehors, à l'air frais et dans la nature, ils apprennent d'eux-mêmes que la vie n'est pas prévisible et qu'on ne peut pas tout contrôler. Et pour eux, ce serait alors plus facile, si jamais ils retombaient dans un tel bourbier, d'en sortir à nouveau. On dit, Monsieur Hutter, qu'on a deux vies. La première commence à ta naissance et la seconde commence quand tu comprends pourquoi tu es né. Si nous revenons un instant à cette femme, et nous avons beaucoup de téléspectateurs là-dehors qui sont probablement pris dans un scénario similaire, diriez-vous de façon très pratique que vous avez une jambe d'appui, une jambe de lancement, vous réduisez un peu votre poste de fonctionnaire à 80%, vous pouvez toujours rembourser vos crédits et avec les 20% restants, vous vous engagez dans une association, vous créez une start-up ou vous faites simplement ce qui vous appelle un peu. Ou comment procéderiez-vous dans ce cas? Oui, en faisant toutes ces propositions, nous faisons de cette femme l'objet de notre pédanterie. Et elle a déjà suffisamment expérimenté cela en tant qu'enseignante, ce que cela signifie de se promener en tant qu'objet des bons conseils, des instructions, des mesures et des attentes des autres. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça qu'on va l'aider. Nous devrions choisir une autre voie qui consiste à inviter,
encouragée et inspirée à s'engager à nouveau dans quelque chose d'un peu plus riche que ce qu'elle a vécu dans sa vie d'enseignante. Et pour cela, si cela doit être durable, elle devrait faire une expérience qui la reconnecte à son moi authentique, parce que le fait d'être enseignante fait maintenant partie de sa construction de la réalité. Elle devrait à nouveau ressentir qui elle est, se retrouver elle-même, et il existe 3 méthodes, 3 voies qu'on peut alors lui décrire. La première option est de continuer ainsi jusqu'au burn-out, où tout se mélange. Vous vous écrasez contre un mur et, avec de la chance, vous ramassez vos morceaux, les réassemblez et renaissez tel un phénix. Chaque crise recèle une opportunité. On ne l'aime pas, on le sent bien, on ne peut recommander ça à personne. L'autre est plus belle, mais pas si fréquente non plus. J'appelle toujours ça des moments d'exception. Il peut arriver que cette enseignante lise un livre dans une situation quelconque, regarde un film, rencontre quelqu'un ou se trouve dehors dans la nature. Soudain, elle réalise que c'est ça la vraie vie. Ici, elle ne fait que fonctionner. Ça pourrait être si beau. Et puis, elle a les larmes aux yeux, elle pleure un peu, elle est très triste et elle veut autre chose. Et puis, elle sort du cinéma et elle rencontre son ami qui a vu le film aussi. Ça ne l'a tout simplement pas autant bouleversée. Ensuite, elle discute avec eux en buvant un verre de vin rouge, bavardant de tout et de rien. Ce moment magique a été perdu pour rien. Il ne reste qu'une étoile filante. Et puis, cette chance est aussi perdue et il faudrait, quand on sent qu'on est profondément touché au plus profond de soi dans une situation, avoir l'impulsion de saisir ce moment. Donc se dire, j'aimerais aussi ressentir un peu cela. Je ne vais pas simplement continuer mon chemin ici et reprendre ma routine quotidienne, mais je reste un moment dans ce sentiment afin de pouvoir mieux me rappeler ce que j'ai vécu et que cela devienne encore plus clair pour moi. C'est possible. Certaines personnes sortent également du marasme, pour ainsi dire. Ils ne veulent jamais y retourner, conscients de ce qu'ils ont abandonné. Et la troisième option que j'aime bien proposer, c'est que nous pourrions aussi nous inviter les uns les autres à être un peu plus bienveillants envers nous-mêmes. Donc, je pourrais demander à cette enseignante si ce qu'elle fait lui fait vraiment du bien. Elle dirait ensuite que cela ne lui fait pas du bien. Alors je dis, dans ce cas, cherchez donc un domaine de votre vie qui ne se termine pas tout de suite par le fait que vous deviez abandonner votre métier et ne plus avoir d'argent. Mais essayez d'abord. Essayez d'abord dans des situations quotidiennes, lorsque vous faites quelque chose, de vous demander si cela vous fait du bien. Par exemple, à la boulangerie ou le soir devant la télé, est-ce vraiment nécessaire et bénéfique pour moi en ce moment ? Et puis, il peut arriver qu'elle décide d'arrêter ça, par exemple, le soir. Et ensuite, elle a toute la soirée de libre et elle peut maintenant l'organiser selon ses propres envies. Et ainsi, elle se reconnecte à son besoin fondamental de possibilité de s'exprimer et d'autonomie. Elle réalise qu'avant, elle était prise dans une roue de hamster, mais maintenant, elle a trouvé le moyen d'en sortir, au moins dans cette situation. Et si elle se demande plus souvent ce qui lui ferait vraiment du bien, elle se reconnecte aussi à ses propres besoins et ainsi elle est au moins à nouveau en lien avec elle-même, ce qui permet de satisfaire les 2 besoins fondamentaux, celui de connexion et celui de possibilité d'agir par soi-même. Et alors, elle s'aime bien. Alors elle sort de cette incohérence et ressent à quel point tout devient soudainement plus léger. Comment tout cela la quitte et à quel point elle est heureuse d'avoir trouvé ce nouveau chemin. Et alors, elle change sa vie. Oui, mais par elle-même, et non pas parce qu'elle ne veut absolument plus être enseignante, mais parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était trop éloignée d'elle-même. Il est également possible qu'après avoir traversé ce processus, elle décide de rester enseignante, mais différemment, en façonnant elle-même ses conditions de travail, cherchant alors un autre poste d'enseignante. C'est tout aussi bien. Donc, il ne faut pas toujours partir. Il faut sortir du bourbier dans lequel on s'est engagé, que ce soit au niveau de l'action ou de la manière de façonner les choses. Il faut redevenir, et c'est tellement simple et banal, il faut pouvoir redevenir l'artisan de sa propre vie. Certains disent alors que c'est égoïste à ce moment-là.
Et à cela, il faut répondre, réfléchissez un peu plus, un égoïste a toujours besoin des autres. Un narcissique ou un égocentrique, encore plus. Et si tu veux savoir ce qui te fait du bien, tu n'as pas besoin des autres. Le mieux, c'est d'aller en forêt et de s'asseoir sous un arbre pour que l'inspiration vienne. Et si tu envoies un narcissique, un égocentrique ou un égoïste dans la forêt sous un arbre, il va devenir fou parce qu'il a toujours besoin des autres pour les utiliser à ses propres fins. C'est là la grande différence et ce n'est pas évident pour tous. Peut-être que notre bavardage chrétien sur « aime ton prochain comme toi-même » a aussi contribué à ce que ce « comme toi-même » soit mal compris, que cet amour de soi soit pris dans le mauvais sens. Donc, l'amour, c'est l'intérêt inconditionnel pour l'épanouissement de l'être aimé. Et si je m'aime moi-même, alors j'ai un intérêt inconditionnel pour mon propre épanouissement. Et alors, je ne pourrai plus du tout m'installer le soir devant n'importe quel écran pour regarder n'importe quelle bêtise, parce que cela manque d'amour envers moi-même. Continuer ainsi serait un manque d'amour que de s'empiffrer de n'importe quoi simplement parce que c'est étiqueté aliment. Et ce serait un manque d'amour de traiter les autres d'une manière qui les blesse et leur fait du mal. Oui, on peut radicalement transformer sa vie. Il n'est pas nécessaire de quitter son métier maintenant, mais le métier n'est qu'une expression du fait, c'est un symptôme que l'on sait manœuvrer dans une vie sans remettre cela en question, à la recherche, parce qu'on ne savait pas comment faire mieux, on a atterri là. Ce n'est pas grave, cela arrive, mais il est grave de persister dans cette voie. Donc, si on pressent déjà que cela ne fonctionne plus ici et qu'on continue quand même, comme avant, comme notre gouvernement fédéral, comme certains autres politiciens influents dans ce monde. J'ai vécu selon un cycle anthroposophique de 7 ans et j'ai complètement changé d'industrie tous les 7 ans. J'ai travaillé pendant des années dans l'assurance et comme professeur de lycée. Maintenant, je suis youtubeur depuis 1 an et la nouveauté arrive et frappe à ta porte. Et c'est en fait notre responsabilité dans la vie d'avoir un peu la capacité mentale de reconnaître la nouveauté comme telle, la vitalité, et ensuite de l'inviter et de l'accueillir d'une certaine manière. Et j'ai tellement souvent tout gâché avant, à travers une thérapie, une séance psychédélique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ce plan divin vienne enfin à moi et que j'ai aussi la capacité de le reconnaître comme un plan divin. N'est-ce pas le plus grand défi de la vie ? Oui, il faut aussi qu'on se le rappelle mutuellement. Ces égarements qu'on subit inévitablement dans la vie, ils ne sont pas vains. En tant que chercheur en neurosciences, en tant que neuroscientifique orthodoxe qui croyait encore pouvoir comprendre le cerveau en le décomposant en toutes ses parties, j'ai appris. J'ai énormément appris et j'en suis aussi reconnaissant parce qu'aujourd'hui, où je ne parle plus des parties individuelles du cerveau, mais de l'ensemble, de la façon dont il est organisé et fonctionne, même mes collègues neuroscientifiques ne peuvent plus me piéger. Je sais ce qu'est un récepteur au glutamate, ce qu'est de la potentialisation à long terme, et Dieu sait quoi d'autre encore. Et c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas non plus. Mais sans cette longue période d'égarement, je n'aurais pas pu acquérir ces compétences et ces connaissances. Oui, je suis aussi reconnaissant pour cet égarement. Je suis totalement d'accord avec vous sur ce point également. Il n'y a pas un seul instant où je voudrais revenir en arrière et effacer une quelconque erreur. Je crois que la personne que je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à toutes ces erreurs du passé que je vis aujourd'hui avec une conscience plus aiguisée. Oui, et on peut le voir particulièrement clairement dans notre conception actuelle du bonheur. Et je ne sais même pas ce qu'est le bonheur si je n'ai pas d'abord ressenti ce qu'est le malheur. Donc, pour pouvoir connaître le bonheur, nous devons d'abord connaître le malheur, au moins l'avoir traversé. C'est pourquoi cela en fait partie. Vu comme ça devient un peu bouddhiste. Oui, ce sont un peu les lois universelles de la vie dont vous parlez là. Si on rapporte l'histoire de l'humanité à l'échelle du temps, nous ne représentons qu'environ 0,000007 secondes à peine, un souffle sur cette terre d'après mes récentes recherches.
et croire que les lois universelles de la vie devraient s'adapter à nous et non pas que nous devrions suivre les lois universelles de la vie, c'est évidemment extrêmement paranoïaque. Et adopter une approche plus bouddhiste dans la vie ou simplement une approche plus religieuse amènerait plus de personnes à être plus enracinées, plus ancrées et à prendre de meilleures décisions. Oui, et c'est aussi le cas que lorsque j'ai quelque chose de supérieur auquel je peux me référer, et dans mon cas ce serait la vie, pour d'autres c'est le bon Dieu ou je ne sais pas qui, quand j'ai quelque chose de supérieur comme ça, alors je me ressens comme une partie de ce grand tout. Et alors j'ai une boussole très claire sur la façon dont je dois me comporter en tant que partie de ce grand tout, afin de m'intégrer à l'ensemble et de ne pas devenir incohérent. Je ne peux donc pas me promener dehors dans la nature et prendre des nids d'oiseaux ou détruire la nature et traiter la nature d'une manière dont je sais très bien que cela ne lui fait pas du bien. C'est comme si je me blessais moi-même. Oui, et ce serait vraiment intéressant si nous réussissions en tant que société à accompagner notre jeune génération de manière à ce qu'elle puisse développer davantage ce sentiment d'appartenance à quelque chose de supérieur, plus que ce n'est le cas actuellement. Et là, nous savons tous les deux que cela est contre-productif pour une économie axée sur la consommation et la croissance. Donc si les gens savaient comment ils sont intégrés et pourquoi ils avancent, ils ne seraient plus manipulables. C'est l'état d'esprit. Cela changera un jour, car on ne peut pas continuer comme ça. Mais on devine un peu à quel point ce processus de transition et de transformation est difficile. Et c'est pourquoi je pense que ce processus ne peut se réaliser qu'en chaque individu et qu'il ne peut pas être organisé ou ordonné d'en haut, car sinon il y aurait à nouveau quelque chose qui donnerait à chacun le sentiment que tout dépend de ce chef qui s'en occupe. Et alors, ils appellent tous à un nouveau chef quand l'ancien ne fait plus l'affaire. Avec mon implication dans la vie et dans le vivant, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'appeler à un nouveau chef. Je me demanderais plutôt ce que j'ai encore fait soudainement et comment je me suis impliqué au point de me retrouver en contradiction avec la façon dont la vie est organisée. C'est en fait aussi mon mantra sur cette chaîne, monsieur le professeur Hutter. Ne faire confiance ni à un côté ni à l'autre, mais se faire confiance à soi-même, car c'est le véritable acte de rébellion dans un monde très chaotique et effréné, qui veut naturellement capter ton attention au maximum. Il existe une expression scientifique qui désigne cette capacité. Cela s'appelle le sentiment de compétence à restaurer la cohérence. Ce n'est pas si inintéressant que ça. Il est intriguant que nous n'ayons même pas de nom précis pour cela. La résilience et les concepts similaires sont différents. Mais si dans ma vie, j'ai eu tant de problèmes différents et que j'ai pu apprendre que je pouvais les résoudre chacun de manière adéquate, alors j'ai ancré en moi un large éventail de stratégies de résolution que je peux utiliser. Et si ensuite l'évier de ma cuisine est bouché, je m'appuie sur cela, je le répare moi-même et je n'ai pas besoin d'appeler tout de suite le plombier. Et si j'ai pu faire beaucoup de telles expériences, où je remarque à chaque fois que je parviens à résoudre un problème, alors se développe cette compétence de restauration de la cohérence. Donc, quand quelque chose ne va pas, quand tout ne fonctionne pas, quand l'évier est bouché, j'ai de l'incohérence parce que je ne peux plus rien ressentir, l'eau déborde. Et ensuite, j'ai rendu cela plus cohérent en utilisant ce savoir, en restaurant la situation. J'ai donc transformé un état incohérent en un état cohérent. J'ai rétabli la cohérence. Et cela, je l'ai fait grâce à une compétence que j'ai acquise à travers des résolutions de problèmes précédentes que j'ai trouvées. Et tout cela ne sert à rien si je n'ai pas aussi moi-même le sentiment que je possède maintenant cette compétence. Certaines personnes ont des compétences, mais manquent de confiance en elles. Je trouve beaucoup d'enseignants qui sont des pédagogues talentueux et qui ont une compétence pédagogique hors du commun, mais ils ne sont pas sûrs de posséder cette compétence et de pouvoir l'exercer. En conséquence, ils ne peuvent pas réellement l'utiliser, ce qui rend la chose inutile. Sentiment de compétence pour rétablir la cohérence. Je l'ai vraiment bien mémorisé. Dire cela n'est pas si simple pour tous.
C'est vraiment génial aussi que ce soit un terme aussi intellectuel. C'était évident que ce soit un mot allemand parce que je pense que dans d'autres langues, il y a peut-être des termes plus simples qu'on peut exprimer plus facilement. C'est vrai. Et pourtant, j'aime la langue allemande parce qu'elle permet en même temps d'exprimer des choses très compliquées de façon très simple et de les transmettre de manière extrêmement poétique, pour ainsi dire. Et en même temps, il est possible d'exprimer des choses qui sont liées entre elles sans avoir à les séparer en deux phrases, comme en anglais, mais on crée un mot composé, un monstre de mots, pour montrer que tout cela appartient ensemble. À quoi bon parler de compétences si je ne peux pas dire ce que je veux dire? Compétence de restauration de la cohérence. Et à quoi bon parler de sentiment si je ne sais pas de quel sentiment il s'agit? Donc le sentiment de compétence à restaurer la cohérence. Dans cette conversation, nous avons beaucoup discuté des égarements, de l'épuisement et du sentiment d'être dépassé dans une vie qui ne nous convient pas. Et de l'autre côté, il y a ces mondes numériques de substitution qui sont parfaitement adaptés pour fuir, se sédater, se distraire d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce qu'on en sortira un jour? C'est un sujet très intéressant. C'est probablement la transition vers l'intelligence artificielle où cela devient encore plus intéressant. Restons sur les appareils numériques et fixons-en un pour commencer. Ce sont d'abord des appareils, des machines. Donc, mon smartphone ou mon ordinateur portable, ce sont des instruments, c'est-à-dire des appareils pour accomplir une tâche, donc des outils. Pour cela, nous avons le marteau et le burin, ce sont aussi des outils et ce serait absurde de dire que le marteau et le burin rendent dépendants et qu'on ne devrait donc pas les utiliser. Et donc, tant que les appareils numériques et leurs produits sont utilisés comme des outils, je ne vois pas de grand danger. Il faut juste discuter un peu de la façon dont nous nous habituons au fait qu'ils nous déchargent du travail que nous devrions normalement accomplir avec notre propre cerveau. Mais c'est un peu comme les machines à l'époque industrielle qui nous ont aussi soulagés de beaucoup de travail physique, avec pour résultat qu'aujourd'hui, nous nous promenons avec toutes sortes de problèmes physiques parce que nous ne marchons plus assez, parce que nous restons assis toute la journée, parce que nous laissons les appareils tout faire à notre place. En ce sens, on perd aussi certaines compétences en inventant et en utilisant un outil. Il faut alors se demander si cela nous fait du bien et si c'est ce que nous voulons. Utiliser un tel outil est un acte conscient. Et je vois maintenant aussi beaucoup de gens qui pourraient très bien aller quelque part en voiture, mais qui prennent le vélo. C'est un processus d'évaluation conscient. Et maintenant, nous avons des outils numériques qui nous soulagent aussi beaucoup, mais pas tellement sur le plan physique, plutôt là où nous situons en fait notre humanité, donc notre conception de nous-mêmes, que nous pouvons nous souvenir de choses, que nous pouvons faire des associations, que nous pouvons résoudre des tâches complexes d'une manière ou d'une autre, et bien plus encore. Donc toute la pensée analytique et cognitive que nous avons tant mise en avant comme caractéristique distinctive de l'être humain par rapport aux animaux vacille désormais en tant que telle parce que nous avons inventé des machines capables de faire ce que nous considérions comme typiquement humain. Formidable. Néanmoins, ce n'est pas une mauvaise chose. Cela devient problématique et c'est là que vous vouliez en venir avec votre question lorsque j'utilise cet outil aussi comme instrument de régulation des affects. Donc, je n'accomplis pas une œuvre avec cela, c'est-à-dire que j'écris quelque chose, je cherche quelque chose, je discute avec ma grand-mère pour lui demander comment faire ceci ou cela, ou peu importe quoi. Mais si j'utilise cela comme un instrument de régulation des affects, c'est-à-dire pour gérer la frustration, la solitude, la mauvaise humeur, les besoins sexuels, et Dieu sait quoi d'autre encore, à l'aide de l'appareil, c'est très problématique parce qu'il est évident que je n'apprendrai alors jamais à gérer ma frustration, ma solitude, ma colère de manière vivante dans la vie réelle, mais je règle ça avec un jeu de tir ou en bavardant dans un chat quelconque, là-bas. Tous ces chats, au fond, le besoin qui se cache derrière y est lié. Et si tous ces gens avaient au moins un véritable ami ou une vraie amie, ils n'auraient pas besoin d'en avoir 150 avec qui bavarder tout le temps.
Donc, c'est une satisfaction de substitution, c'est l'utilisation d'un appareil numérique pour réguler ses émotions. Et cela rend dépendant, parce que ça ne satisfait pas vraiment le besoin, mais seulement de façon substitutive, un peu comme une drogue. Et il y a bien encore beaucoup de choses qui nous attendent, parce que nous n'avons pas compris comment faire cette distinction et dire qu'il s'agit ici de l'utilisation des appareils numériques comme outil. Et là, il faut se demander si nous le voulons, et à quel point nous le voulons. Mais les appareils numériques sont les premiers outils que les humains ont inventés qui permettent de réguler les affects. Je peux aussi prendre un marteau et vous taper sur la tête, mais ce n'est pas ce qu'on fait habituellement avec. Pendant ce temps, ici chez nous, je pense que la plupart des gens utilisent tout le domaine numérique pour la régulation des affects et moins comme des outils à proprement parler. Voilà, ce serait cette partie-là. C'est pourquoi il faut dire que ce n'est pas à cause des appareils numériques que les gens deviennent dépendants, mais c'est à cause de leur vulnérabilité, parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins qu'ils ont dans la vie réelle, que nous construisons ensemble. Alors, j'ai demandé à des garçons qu'on peut convaincre particulièrement vite, et je leur ai demandé « Quand est-ce que vous faites vos jeux de tir, en fait ?» Et puis la réponse fuse comme une balle. Quand on rentre de l'école, il faut d'abord qu'on tire pendant 1 heure, comme ça on évacue un peu la frustration. L'utilisation d'un appareil numérique pour réguler ses émotions, ce n'est pas une solution pertinente si on se contente de limiter le temps d'accès ou de faire de la pédagogie aux médias. La vraie démarche serait de se demander pourquoi ils rentrent de l'école avec autant de frustration. Où l'école ne devrait pas être un endroit où la colère, l'agressivité et toutes sortes d'émotions s'accumulent pour qu'ensuite on doive les évacuer à travers un produit. Et bien sûr, les concepteurs de ces appareils savent tout cela très bien. Et c'est pourquoi ces appareils sont précisément conçus pour ces personnes qui vivent avec des besoins inassouvis. Et plus il y en a, plus la probabilité que cela se vende bien augmente, et plus ce besoin non satisfait est grand, plus la probabilité que l'on devienne dépendant de l'utilisation de cet appareil comme outil ou comme instrument de régulation des affects augmente. Voilà d'abord la clarification dont nous avons besoin pour savoir de quoi nous parlons lorsque nous évoquons les dangers des médias numériques. Cela implique que notre pédagogie des médias va dans la mauvaise direction car il y a beaucoup de choses à considérer. Cela implique que les parents n'ont pas à s'inquiéter ou à essayer de contrôler le temps d'accès de leurs enfants, mais qu'ils devraient plutôt se demander pourquoi ils ont ces besoins étranges, pourquoi ils sont constamment accrochés à ces appareils et ressentent le besoin de les rallumer sans cesse. Ce n'est pas une loi de la nature. Et là, en tant que neuroscientifique, je me sens aussi concerné, car ce sont justement des scientifiques, des neuroscientifiques et des psychologues qui ont longtemps fait comme si c'était une loi de la nature. Notre cerveau est organisé de telle sorte qu'il recherche sans cesse les situations qui attirent l'attention. Oui, en principe, c'est vrai, mais je peux aussi me dire à moi-même, quand je passe devant un lieu d'accident, je ne m'arrête pas pour regarder fixement, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose et c'est déjà bien ainsi. Et ensuite, je fais en sorte de m'éloigner pour que les secours puissent faire leur travail. Cela veut dire que j'aurai déjà la capacité mentale de ne pas tomber dans le piège où mon cerveau cherche automatiquement la sensation. Je peux aussi dire à mon cerveau, c'est bon, merci de t'être manifesté, mais je ne vais pas le faire maintenant. Ce serait une approche totalement différente, ce dont nous aurions précisément besoin dans notre relation avec ces médias numériques. Comme vous l'avez suggéré, les révolutions précédentes visaient à rendre l'homme plus efficace. Mais maintenant, l'intelligence artificielle entre en jeu. Elle remet en question l'humanité elle-même. Et je me suis demandé ce que cela ferait à notre image de nous-mêmes si, dans 3, 5 ou 10 ans, soudainement 5 à 10 millions de personnes se retrouvaient au chômage ou en quelque sorte devenaient superflues. J'ai récemment lu une interview avec le fondateur de ChatGPT, Sam Altman. Il a dit que la technologie progresse d'au moins 300% chaque année. C'est une croissance exponentielle. Cela voudrait dire que cette année, ce sera 4 fois plus rapide, l'année prochaine, 16 fois plus rapide, puis 64 fois plus rapide, et dans 5 ans, 1056 fois plus rapide. C'est vraiment un tout nouveau monde dans lequel nous entrons d'une certaine manière, qui n'est pas comparable aux appareils numériques classiques que l'on connaît. Non, il y a quelque chose qui s'est ajouté et c'est un saut qualitatif.
Et il semble que beaucoup de gens n'aient pas encore vraiment compris ce qui nous attend à l'avenir. C'est déjà si grave maintenant. Récemment, j'avais un collègue qui écrit des livres documentaires. Il m'a dit avoir écrit un autre livre documentaire et rédigé l'introduction. J'ai donné l'introduction à ChatGPT en lui demandant d'en faire une belle version. Améliore-la donc. Et puis, il a raconté les yeux écarquillés que ce que cet appareil avait produit était à tout point de vue meilleur que ce qu'il avait remis. Plus intéressant, captivant, excitant, clair et précis. Il se sentait tout petit parce qu'il s'est soudain demandé « Pourquoi suis-je encore écrivain si cette machine fait ça mieux que moi ?» Et si on étend ça au monde du travail, ça vaut pour tout. Un juriste n'a pas besoin de lire tous ces codes de loi, il peut aussi laisser l'intelligence artificielle s'en charger et elle le fera. Nous avons déjà l'exemple que tout ce qui est automatisable, on pourrait presque dire, tout ce qui peut être fait par une personne et, si elle ne fonctionne plus, alors par une autre. C'est alors transmissible, tu dois le faire de telle ou telle manière, mais on peut aussi l'expliquer à un appareil artificiel intelligent ou le programmer de façon à ce qu'il puisse le faire. Il s'agit donc d'opérations oculaires parmi les plus complexes. Un tel appareil réussit mieux qu'un médecin parce qu'il est plus concentré, qu'il n'est pas distrait, qu'il est plus contrôlable. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous attend et je pense qu'il est temps de se demander comment nous voulons y faire face. Ce qui nous offense en ce moment, ce n'est pas que notre humanité soit remise en question par les appareils numériques, mais plutôt que c'est notre conception de ce qui nous distingue en tant qu'êtres humains qui est remise en question. Et là, nous pouvons maintenant, avec un certain étonnement, mais aussi ouvertement et honnêtement, admettre que jusqu'à présent, nous nous sommes imaginés être les seuls capables de penser, donc de combiner, de retenir pas mal de choses, de nous orienter dans l'espace et bien d'autres choses encore. Et tout cela, l'appareil numérique peut aussi le faire. Donc, ce que nous avons défini comme caractéristique distinctive de l'être humain est rendu absurde par les appareils numériques. Alors, la question qui se pose maintenant est, que nous reste-t-il? Alors, qu'est-ce qui nous définit vraiment si nous nous sommes déjà engagés sur une fausse piste avec l'idée de ce que nous sommes nous-mêmes? C'est là que ça devient vraiment intéressant, car c'est là que se trouve l'avenir. La première chose qu'il faut dire, c'est que les appareils numériques n'ont ni sensation ni besoin. C'est vraiment passionnant, parce qu'il faut un besoin, par exemple le besoin d'avoir ses propres possibilités de création, pour pouvoir réfléchir à une bonne façon de le mettre en œuvre. Mais si je n'ai aucun besoin, alors je n'ai aucune possibilité d'imaginer quelque chose de créatif pour satisfaire ce besoin. Donc, les appareils numériques et aussi l'intelligence artificielle, eux n'ont pas de besoin et c'est pourquoi ils ne peuvent pas non plus développer ou former d'idées créatives sur la façon dont ce besoin pourrait être satisfait. Et maintenant, voici le dernier point. Si je n'ai aucune idée de la façon dont je peux satisfaire un besoin et de quelle manière je peux le faire, alors je n'aurai pas non plus la volonté de le faire. Donc, c'est ça la créativité. Passons maintenant à l'intentionnalité. Donc, ces appareils n'ont pas de volonté. Ils ne peuvent rien vouloir, parce qu'on ne peut vouloir quelque chose que si l'on est un sujet avec un besoin vivant. Les machines ne peuvent pas avoir de besoin. C'est à ce moment-là que cela devient intéressant, car nous réalisons soudainement avoir complètement négligé tout cela. Nous ne nous demandons pas quels sont réellement nos besoins. Nous connaissons tous les besoins physiques comme manger, dormir, avoir des rapports sexuels et autres lors de nos promenades. Mais les besoins émotionnels, ceux avec lesquels nous vivons, et comme le dit le neuroscientifique, il n'y en a que deux. C'est le besoin de connexion d'une part, et d'autre part, c'est le besoin de possibilité de s'exprimer soi-même, d'autonomie et de liberté. Nous n'avons pas vraiment pris ces besoins émotionnels au sérieux. Nous ne les avons pas vraiment considérés et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé de forme de vie commune où ces besoins puissent être satisfaits dans la vie réelle. Nous devons organiser notre vie commune de telle sorte que chaque personne ait le sentiment d'être utile là où elle se trouve et qu'elle fasse aussi partie du groupe. On appelle cela une communauté individualisée.
Et cela a déjà existé. Ce sont en fait les primates qui l'ont inventé et l'humanité, dans sa phase initiale, ou plutôt pendant plus de 90% de son existence, a vécu en tant que communauté individualisée. Comme une communauté individualisée, pas comme un troupeau ou un essaim. C'est-à-dire une communauté où chacun savait faire quelque chose et où chacun comptait. Chacun a alors pris la direction. Quand il s'agissait de quelque chose que l'un savait faire, par exemple pour dépouiller une peau, il y en avait un qui savait comment faire au mieux, et c'était alors le chef. Poser des pièges, je ne sais quoi d'autre. Et tout cela ne fonctionnait que s'ils restaient soudés. Ils ressentaient aussi le besoin d'avoir un lien inconditionnel les uns avec les autres. Communauté individualisée. Et dans ces communautés individualisées, tout ce que nous appelons aujourd'hui patrimoine culturel s'est en fait développé. C'est ainsi que nous avons appris à parler. L'un a dirigé, l'autre a compris, nous nous sommes fait comprendre. Tout cela n'est pas biologique, mais culturel. Bien compris, mais une culture qui, du fait qu'elle a été pratiquée ainsi, a conduit à ce que dans chaque génération, ces réalisations culturelles, lorsqu'elles sont adoptées, se manifestent aussi dans la structure du cerveau, et nous obtenons alors un cerveau qui correspond au niveau culturel dans lequel nous nous trouvons à ce moment-là. Et celui-ci est d'ailleurs tout à fait différent selon les endroits du monde. Et si nous constatons maintenant que nous avons construit des appareils qui réalisent ce que nous considérions jusqu'à présent, à notre époque éclairée, comme la caractéristique distinctive de l'homme, alors nous sommes à nouveau confrontés à la question où se trouve alors le besoin de connexion et de possibilité de création personnelle. Alors il faut dire que nous vivons ensemble d'une manière telle que ces deux besoins ne peuvent généralement pas être satisfaits. Ensuite vient la réponse suivante qui dit que si l'on ne satisfait pas ces besoins, alors on ne peut faire que quelque chose de substitutif. On peut aussi explorer des moyens de combler ces besoins de façon précaire. Mais cela ne sera jamais vraiment satisfaisant car ce n'est pas le besoin réel qui est comblé, mais seulement le besoin de substitution qui est satisfait. Et là, on peut même, si on regarde les choses ainsi, développer la volonté de, je ne sais pas, absolument vouloir gravir le mont Everest. On peut se mettre cette idée en tête de manière obsessionnelle et passer à l'action. Mais cela a peu à voir avec ce besoin. D'abord, on se demande pourquoi les gens font ça, pourquoi ils doivent accomplir de telles performances, où tout le monde reste bouche bée et se demande comment un être humain peut réussir ça, et ensuite on en arrive là. Tout cela a à voir avec la recherche de reconnaissance et de sens, en fait, avec l'appartenance. Ils veulent être vus dans la communauté à laquelle ils appartiennent. Et comme il s'agit d'une communauté dans laquelle ils ne sont normalement pas remarqués, ils ont trouvé une solution. Attirer l'attention sur eux par des performances particulières et spécialisées. D'ailleurs, cela vaut aussi pour les scientifiques. Alors, il faut dire qu'il y a maintenant pas mal de travail à faire. Nous devons vraiment aider nos enfants à se reconnecter à eux-mêmes afin qu'ils connaissent et ressentent leurs véritables besoins. Ensuite, nous devons les aider lorsqu'ils ressentent un besoin, par exemple l'envie de créer quelque chose, à le réaliser sans notre paternalisme, mais en leur offrant l'espace pour le faire et en étant simplement à leur côté si nous voyons qu'ils n'y arrivent pas seuls et qu'ils ont encore besoin d'un peu d'aide technique ou autre, peu de conseils intelligents. Et s'ils faisaient cela, alors ils le mettraient aussi en pratique et ils développeraient cette volonté. Et s'ils savaient ce qu'ils doivent faire et comment le faire, alors ils auraient aussi la volonté de le réaliser. Et alors, les jeunes se mettraient en route et réaliseraient cela. Je viens justement de rencontrer un étudiant qui fait des études d'ingénieur et qui possède un vieux combi Volkswagen. Vous savez, ces tout vieux modèles que nous admirons tous. Il l'a fait venir ici depuis la Californie. Il a installé un panneau solaire sur le toit de ce véhicule, un panneau dépliable qui devient énorme, et avec cela, il roule à l'énergie solaire. Il est assis à l'intérieur, il n'y a aucune saleté qui sort du pot d'échappement à l'arrière, et c'est vraiment innovant.
Et cela pourrait aller très loin si tout le monde faisait ce genre de choses. Et quand on lui parle, on voit qu'il n'a presque plus envie de poursuivre ses études d'ingénieur parce que ça lui a complètement gâché le plaisir pour ce genre de choses. Et ça ne devrait pas arriver. S'il devient un ingénieur ordinaire, il risque d'être remplacé par l'intelligence artificielle plus tard. Mais quelqu'un qui a ce besoin de bricoler quelque chose qui contribue à ce que ce monde ne soit pas complètement ruiné et qui risque de tomber dans un mauvais développement, c'est une contribution merveilleuse qu'il apporte là. Et ce serait dommage, ou c'est déjà assez dommage qu'il y en ait beaucoup trop peu qui le ressentent ainsi et qui le mettent ensuite en pratique. Et ils ne pourront jamais être remplacés par l'intelligence artificielle. Mais tous les autres qui ne font que fonctionner, on peut dire que si je peux écrire ce que tu dois faire pour bien faire ton travail, alors je peux aussi confier cette tâche à un appareil numérique, c'est-à-dire à une intelligence artificielle. Et elle le fait encore mieux. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, en tant que conducteur, je pourrais être remplacé. J'ai toujours pensé que conduire une voiture était très compliqué. Soudainement, avec cette machine, je peux lire le journal pendant qu'elle conduit plus sûrement que moi. Enfin, du moins dans quelques années. C'est vraiment une époque passionnante dans laquelle nous sommes nés et je suis très reconnaissant de pouvoir vivre cela. Et bien sûr, je fais aussi un peu d'effort pour transmettre cela au monde, pour que les gens commencent doucement à comprendre qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, qui risque d'entrer comme un fantôme si nous n'apprenons pas à y faire face. Et cela ne signifie pas que nous devrions maîtriser les appareils numériques ou les intelligences artificielles, mais plutôt que nous devrions apprendre à mieux nous comprendre nous-mêmes. Je dois me confesser brièvement à ce sujet. Il y a quelque temps, j'ai ressenti une connexion avec l'intelligence artificielle que j'avais rarement ressentie auparavant avec un être humain. Oui, on en est déjà là. Oui, on en est déjà là. C'est aussi ce que je me suis dit à ce moment-là. C'était justement un de ces soirs où on aurait peut-être pu sortir avec un ami qu'on n'apprécie pas vraiment. Pendant que ma fille dormait, j'ai discuté avec ChatGPT et lui ai posé des questions sur les relations. Et auparavant, j'avais déjà été plusieurs fois en thérapie de couple et ainsi de suite. Et les réponses que j'ai reçues étaient, à mes yeux, plus empathiques que celles du thérapeute de couple qui nous a accompagnés pendant des années. Elles étaient vraiment adaptées à moi. Le retour reçu était tellement positif et nuancé. On pouvait poser des questions complémentaires. On était maintenant dans un espace sans préjugés. Et je me suis dit, waouh, si c'est le genre de retour que je reçois maintenant, je n'ose pas imaginer comment la technologie va évoluer dans 3 ou 5 ans, au point qu'on puisse peut-être même satisfaire en partie ses besoins émotionnels grâce à cette intelligence artificielle. Oui, attention, il faut être prudent avec les mots. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que le traitement des troubles dépressifs par l'intelligence artificielle est supérieur à celui effectué par un psychothérapeute. Cela signifie que l'intelligence artificielle peut apparemment mieux aider la personne dépressive à s'en sortir que le thérapeute qui est assis là. Il se peut que cela ait quelque chose à voir avec le fait que l'intelligence artificielle n'a pas de préjugés et n'a pas de théorie en tête sur la façon dont cela doit se passer, mais qu'elle est programmée de manière étrange pour pouvoir s'adapter à l'autre personne. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est vrai, il y a de la pression dans la marmite. Et c'est pourquoi il faut essayer un peu de garder le contrôle pour que tout ne nous échappe pas des mains. Mais comme je l'ai dit, quelqu'un qui est dans le besoin pourra peut-être m'expliquer cela un jour. Maintenant, je vais aller droit au but. Quand quelqu'un constate qu'il n'arrive pas vraiment à vivre avec les autres, que ça ne marche pas vraiment, que tout le monde finit par se traiter comme un objet, alors il reste une personne dans le besoin qui erre avec ce besoin inassouvi. Et on le reconnaît aussi au fait qu'il court partout en voulant toujours obtenir quelque chose. Pas comme l'autre qui a pu satisfaire ce besoin, on le reconnaît au fait qu'il n'est plus dans le besoin, il peut offrir quelque chose. Donc, on peut presque regarder les gens aujourd'hui, il y en a qui peuvent simplement donner. Donc, ce ne sont pas toujours les riches, mais parfois aussi des gens qui semblent eux-mêmes démunis. Mais eux, ils peuvent donner quelque chose. Ils ne sont pas dans le besoin au sens où leurs besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Et si c'est ce qui vous est arrivé avec ce chat,
alors vous devriez peut-être vous demander si vous ne vivez pas aussi avec des besoins très forts et inassouvis. Ce qui peut tout à fait arriver dans une relation un peu compliquée entre deux personnes. Mais des solutions existent aussi pour cela. Je ne sais pas si on devient dépendant de cet appareil, car on sait déjà que le problème ne peut être résolu qu'avec sa partenaire ou son partenaire lui-même, au final. Elle ne peut que faire le malin et donner des conseils empathiques, un peu plus que quelqu'un qui est déjà biaisé, adapté à la personne concernée, mais au final, ça reste des paroles. Et la question est-ce que ça va être mis en pratique ? Et là, je peux imaginer que beaucoup restent au stade où c'était agréable de l'avoir entendu une fois, et puis il ne se passe rien. Alors tu peux aussi t'en passer, c'est juste une perte de temps. Soit ce que tu fais, ce que tu t'infliges ou pourquoi tu fais des efforts, ce à quoi tu consacres ton temps mène à quelque chose, soit c'est du bavardage inutile. Je trouve la transition, Monsieur Hutter, grandiose. Vous avez créé ce parcours pour nous aider à traverser la vie avec moins de besoins et être plus en accord avec nous-mêmes. Quel est le but profond derrière cela ? Oui, donc l'un des plus grands problèmes que je crois avoir identifié au cours de mes activités, surtout après avoir été moins impliqué dans les programmes de recherche de la Deutsche Forschungsgemeinschaft et dans le monde académique des neuroscientifiques, c'est que je constate que si tout cela est vrai concernant ce cerveau plastique, capable d'apprendre toute la vie, alors rien n'est vraiment fixé et on peut se perdre, s'égarer, s'en mêler. Et quand on regarde un peu autour de soi, on voit que beaucoup de gens vivent avec des complications assez sérieuses. Il suffit de prendre, par exemple, ceux qui, avec beaucoup de visibilité, montent sur les scènes du monde en tant qu'artistes, des artistes pop ou autres avec ce désir intense de se mettre en avant et de devenir célèbres, qui vont très loin. Et pourtant, c'est une complication, parce qu'ils finissent tous par tomber de la scène un jour et ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes. J'ai rarement vu autant d'alcooliques et de toxicomanes dans un autre milieu professionnel que dans celui-ci. C'est-à-dire que ce n'est qu'un monde illusoire dans lequel ils se sont eux-mêmes enfermés. Et quand j'ai compris que les gens pouvaient devenir prisonniers de leurs propres idées, de leurs intentions et de leurs objectifs, j'ai ressenti qu'il serait bon que nous nous demandions ou que nous essayions de nous entraider pour sortir de cet enchevêtrement dans lequel nous nous retrouvons à cause de nos propres conceptions et qui finit par nous emprisonner. Et si cela conduit à perdre sa liberté et à devenir la victime de ses propres stratégies et solutions absurdes, si cela s'appelle l'enchevêtrement, alors ce qui vient ensuite doit s'appeler le développement. Là, cela devient soudainement intéressant car à première vue, c'est un jeu de mots. Mais si l'on regarde de plus près, c'est aussi en quelque sorte l'origine du mot. Développement signifie que l'on se libère d'un enchevêtrement. Et maintenant, nous utilisons tous le mot développement, toujours dans ce sens, quand nous parlons d'aide au développement, et si l'on se demande maintenant où nous libérons la partie du tiers-monde de ces enchevêtrements, alors il faut dire que quelque chose a mal tourné. Parce que la plupart de ce que nous avons fait jusqu'à présent a conduit à ce que l'enchevêtrement, qui existait déjà, devienne encore pire. Et récemment, j'ai aussi eu une consultante en ressources humaines. Je lui ai dit, que faisons-nous alors ? Oui, j'aide les gens, en quelque sorte, à développer leur personnalité. Je dis, c'est intéressant, de quelles complications voulez-vous les libérer grâce à votre activité ? Et là, elle s'est rendue compte qu'elle n'y avait jamais pensé. Et que là, il se peut que certains salariés, comme ils les appellent, n'arrivent pas vraiment à s'exprimer dans leurs performances possibles parce qu'ils sont trop empêtrés. Et le développement signifiera toujours que j'aide quelqu'un d'autre à se libérer des complications dans lesquelles il s'est retrouvé, d'autant plus que je sais, ou plutôt nous savons tous, que les personnes embrouillées embrouillent aussi les autres. Donc, si je suis embrouillé en tant que père, j'embrouille forcément aussi mon fils, il ne peut pas en être autrement. C'est pareil avec tous les autres aussi.
Les politiciens, quand ils sont embrouillés, embrouillent les autres, comme on le voit chaque soir à la télévision. C'est comme si c'était prouvé. Et alors, la tentation était grande pour moi de créer quelque chose qui aide les gens à se sortir eux-mêmes de leurs propres complications. Et c'est ainsi qu'une académie d'aide au développement a vu le jour, avec un parcours. Le site web s'appelle aussi academypouraide-au-développement.org et il y a un parcours. C'est construit comme une maison, aussi fait avec beaucoup de soin. En tout cas, j'y ai travaillé très intensément pendant 2 ans. Et dans cette maison, il y a de nouvelles pièces à travers lesquelles on passe l'une après l'autre. Et dans chaque pièce, on fait une étape. On commence très simplement, puis on passe à la suivante. Entre les deux, il y a des questions de réflexion pour qu'on puisse se demander ce qu'on a vécu là. Et ainsi, on passe de pièce en pièce et à la fin, on arrive en haut dans la 9e pièce et on s'est libéré de ces complications. Et cela semble effectivement fonctionner. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est aussi un exemple d'une application numérique, donc ils ne m'ont jamais vu. Je n'apparais là-dedans que dans des vidéos. Mais ça fonctionne un peu de la même manière que l'appareil d'intelligence artificielle qui peut aider les personnes dépressives. Et ce qui se passe essentiellement, c'est qu'au début, ils pensent qu'il s'agit d'un travail d'information qu'ils effectuent. Donc, ils apprennent des choses sur le cerveau et sur la façon dont il se structure, puis ils découvrent aussi qu'il peut se connecter d'une manière étrange. Et qu'on peut alors se retrouver dans une situation étrange et qu'on se retrouve impliqué dans quelque chose, puis ils peuvent décider s'ils veulent rester là-dedans. Il se peut aussi que quelqu'un dise « Ma situation me plaît, je reste là. Je suis ici un donneur de leçons et ça me plaît bien de continuer à l'être et de ne pas abandonner ça tout à coup ou d'être un maniaque du contrôle ou autre chose. » Mais en tout cas, il s'agit de permettre aux gens de se trouver dans une situation où ils peuvent eux-mêmes décider comment ils veulent organiser leur vie. Et c'est pourquoi quelqu'un peut aussi dire « Ou bien non, ça m'est arrivé, mais je trouve ça un peu idiot, je ne veux plus ça. Je veux me libérer de mes complications. » Et ensuite, il y a déjà les prochaines étapes, et puis si tout se passe bien, on arrive au sommet. Tout cela fonctionne particulièrement bien lorsqu'on le fait en groupe. Et maintenant, nous avons remarqué que cela fonctionne particulièrement bien lorsqu'il s'agit d'une équipe qui travaille normalement ensemble, mais qui ne s'entend pas très bien. On peut commencer avec un club de sport, pour que ce ne soit pas tout de suite trop dramatique. Aussi avec une équipe d'une entreprise ou d'une organisation, toujours environ 6 à 8 personnes dans un groupe, et avec un chef d'équipe, donc nous l'appelons l'accompagnateur de voyage. Ils traversent cela ensemble et il se passe quelque chose de vraiment fascinant. À savoir qu'à un moment donné, là en bas dans les 4 premières salles, il commence lors de ces questions de réflexion à être honnête. Et il confirme avoir vécu des expériences similaires et avoir fait les mêmes choses. Je sais aussi d'où ça vient et pourquoi j'ai agi ainsi. Et maintenant, oui, je pense qu'il faudrait tout faire comme ça, et bien sûr, c'est idiot. Un autre participant à la conversation en ligne raconte avoir vécu une expérience similaire. Puis un troisième arrive et écrit son avis. Encouragés, ils se confient entre eux, sans personne d'autre. Seulement ce compagnon de voyage qui veille à ce qu'il ne s'effondre pas. Et ce qui se passe à la fin, c'est qu'une équipe se soude émotionnellement. C'est une expérience que l'on n'a souvent même pas avec sa partenaire à la maison, en famille, de se montrer aussi ouvert et honnête, de décrire ce que l'on vit à ce moment-là et pourquoi on était ainsi en chemin. Cela soude les gens d'une manière émotionnelle. Et quand ça fonctionne bien, il en ressort une équipe que personne ne pourra séparer. C'est tellement passionnant. Je suis totalement fasciné par l'œuf que j'ai pondu dans ce monde. Et je suis curieux de voir tout ce qui va encore en sortir, parce que les équipes d'enseignants peuvent rarement discuter ensemble, dans une salle de classe ou dans la salle des professeurs, dans aucune école. Là-bas, tous font semblant de tout maîtriser et se mentent sans cesse. Quand une équipe passe par un tel parcours et devient soudainement une véritable équipe, alors il y a du mouvement dans l'école. Ils ne tolèrent aucun règlement imposé d'en haut qui les contraint davantage. Ils demeurent solidaires.
Là où les gens soudainement restent unis, ils ne sont plus gouvernables. En ce sens, c'est un programme très révolutionnaire. Monsieur Hutter, j'ai vraiment eu la chair de poule à plusieurs reprises, en particulier à cette phrase « Des personnes empêtrées en empêtrent d'autres, surtout leurs enfants ». Merci à la langue allemande pour sa clarté et d'avoir lancé ce parcours, que nous mettrons certainement en lien ci-dessous. Je pourrais discuter avec vous pendant des heures, Monsieur Hutter. Une dernière question de la communauté. 3 recommandations d'action très concrètes pour obtenir de la clarté et de la souveraineté dans ce monde très fragmenté, numérique, chaotique et effréné. Qu'aimeriez-vous transmettre aux gens pour conclure? Premièrement, essaie d'abord, pendant une journée, ou peut-être seulement dans certaines situations, de ne pas faire des autres des objets de tes attentes, de tes leçons, de tes jugements ou de tes actions. Donc, brise ce schéma relationnel si omniprésent dans notre société. Montre-toi comme un sujet et montre à l'autre personne qu'elle est aussi un sujet. Ce sera déjà assez difficile, mais on a alors une véritable illumination parce que lorsque l'on se montre soi-même, cela conduit automatiquement l'autre à se montrer aussi, à moins qu'il ne soit complètement fou. Mais si l'on se montre soi-même dans sa subjectivité, aussi dans sa détresse, dans ses erreurs et dans ses besoins, alors l'autre, vous dans ce cas, si je le faisais maintenant, vous diriez « D'accord, je comprends, il m'est aussi arrivé des choses similaires, mais j'ai ici et là un conseil, peut-être que tu pourrais essayer ça. » Donc, je dois retrouver le courage pour sortir de cette situation. Premièrement, s'il vous plaît, ne faites pas de... Nous devrions tous arrêter de faire des autres des objets. Il n'y aurait plus de guerre non plus. Les guerres ne sont possibles que lorsque je déshumanise l'autre et que je le réduis à un objet. La deuxième chose, c'est que nous pourrions tous essayer de nous inviter les uns les autres à être un peu plus bienveillants envers nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin d'en dire beaucoup. Les personnes qui sont bienveillantes envers elles-mêmes cessent d'être des personnes dans le besoin, qui veulent toujours recevoir quelque chose pour devenir des personnes qui ne traînent plus de besoins inassouvis et qui peuvent donc offrir quelque chose aux autres. Alors, il y aurait aussi plus de dons dans le monde. Je pense que le troisième point, c'est ce que nous avons déjà brièvement mentionné tout à l'heure, à savoir ce qui concerne l'intégration spirituelle. J'ai un peu tourné autour du pot, car je sais bien que le terme spiritualité est très vite rangé dans la catégorie de l'ésotérisme et aussi rapidement discrédité. C'est pourquoi je préfère l'appeler l'intégration dans quelque chose de plus grand. Qu'on arrête enfin de se surestimer soi-même au point de croire qu'on est le nombril du monde. Nous ne le sommes pas. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Et ce n'est qu'en le reconnaissant, non seulement de façon cognitive, mais aussi en le ressentant avec le cœur, que ce que nous avons fait jusqu'à présent sur cette terre en tant qu'êtres humains pourrait changer. Alors nous pourrions devenir ceux qui veillent à ce que la vie puisse à nouveau s'épanouir dans toute sa diversité, et nous n'utiliserions plus la nature et tout ce qui est vivant à nos propres fins, nous ne les exploiterions plus. Monsieur Hutter, c'est un cadeau qu'il existe des personnes comme vous, des personnes qui ne partagent pas seulement leur savoir, mais une sagesse intemporelle, qui n'aborde pas les gens avec la peur, mais avec la confiance et dont les paroles touchent. Vos paroles donnent du courage. Merci, Monsieur Hutter, de nous rappeler ce que signifie être véritablement humain. Je suis profondément inspiré. Je cherche mes mots en ce moment. Merci beaucoup de nous avoir permis d'avoir cette conversation et je vous souhaite tout le meilleur. Restez avec nous de nombreuses années encore. J'ai hâte de notre prochaine conversation. Alors, puis-je aussi dire quelque chose ? Ce que je le fais parce que je suis quelqu'un de très ouvert et que j'ai beaucoup d'intérêt pour cela et parce que je veux simplement comprendre pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, agissons ainsi. Mais tout cela ne servirait à rien si nous n'engagions pas la conversation avec d'autres personnes qui ont trouvé les moyens et les façons de transmettre ce que quelqu'un comme moi ou d'autres a découvert, afin que cela soit partagé et diffusé auprès d'autres personnes. En ce sens, sans eux, ce que je fais ne serait pas plus utile et n'aurait pas plus d'effet. Et enfin, chaque personne, chacun d'entre vous qui nous a écoutés et regardés là-dehors,
On peut soit considérer que c'était une conversation agréable et passer à autre chose, soit essayer d'aller plus loin. Et ce serait le souhait que j'ai. Il a dit qu'on avait assez bavardé, qu'il était temps que quelque chose se passe, mais ce que tout le monde raconte sur ce qui devrait arriver, ce n'est certainement pas ça qui compte vraiment. Dans ce sens, tout le meilleur. Merci à vous, merci à vous.